Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Karim Zerebi, Prisca-Thévenot de La République En Marche, Alexandre Devecchio du Figaro et maître Sarah Salman, avocate d'un collectif de familles. Vous allez lancer une class action, une action collective contre la société Orpea. J'aimerais qu'on regarde, on parle beaucoup des fameux contrôles dans les EHPAD. Est-ce qu'ils sont effectifs? À quelle fréquence sont-ils menés? On s'est rendu avec notre correspondant Jean-Luc Thomas en Haute-Garonne. Comment se déroulent ces contrôles? Explication avec Jean-Luc Thomas. L'EHPAD public Saint-Jacques de Grenade, au nord de Toulouse, accueille 225 résidents encadrés par 200 salariés. Les contrôles, tout le monde est pour, famille, résidents, personnel et direction. Encore faut-il que les règles soient claires pour Didier Carle, le directeur de cette EHPAD. La difficulté aujourd'hui, c'est que ce sont les payeurs qui vont faire le contrôle. Donc nous estimons qu'il faut une autorité indépendante du type défenseur des droits qui viennent contrôler à la fois les moyens qui sont alloués aux établissements et l'usage qui est fait de ces moyens. Pour ce même directeur et pour les professionnels du secteur, il souhaite que les inspections se fassent lorsque les moyens qualitatifs et budgétaires seront enfin à la hauteur. À partir du moment où ces moyens seront alloués, à partir du moment où nous pensons de bonne foi que le travail de qualité sera fait, nous n'aurons pas peur d'avoir des contrôles. Les supervisions des ARS doivent aussi devenir inopinées et anonymes. Cela évitera des grands ménages avant contrôle. Thierry, délégué du personnel dans un EHPAD privé d'Aumuserie. Lors de ces contrôles, il faut que ça soit encore plus propre que ça l'est d'habitude. En règle générale, il n'y a rien à se reprocher, du moins là où moi je travaille. Actuellement, les ARS n'ont pas les moyens humains et financiers pour réaliser des inspections fréquentes dans les 7500 EHPAD de France. Voilà, et les ARS sont les agences régionales de santé qui sont à la fois celles qui financent et celles qui doivent contrôler. Il y a un vrai paradoxe là-dessus, maître Salman. Ils disent on ne peut pas le faire fréquemment, on parle d'une fois tous les 8 ans. Enfin, on peut peut-être le faire une fois par an déjà, même si ce ne serait pas assez. Après, Orpea, c'est tellement niveau zéro que je crois qu'il faudrait presque une fois par jour. Hein. Oui. Et là, c'est un établissement public non, je parlais pour Orpea. Quand j'évoquais tout à l'heure l'hypocrisie de notre société, elle est symbolisée par ces pratiques-là, excusez-moi. Je veux dire, mais quand on voit comment fonctionnent nos grandes institutions, c'est sensiblement le même sujet pour toutes les grandes questions. Quand vous allez visiter un commissariat avec le ministre de l'Intérieur, le commissariat, une semaine avant, il est repeint. On a changé le mobilier, on a mis toutes les voitures neuves sur le parking. Et on a même parfois la capacité de mettre des citoyens fictifs dans la salle d'attente. C'est raconté par les gardiens de la paix. C'est raconté par ceux-là même qui accueillent le ministre de l'Intérieur. Mais non, mais c'est les citoyens fictifs, Karim, là c'est exagéré. Vous savez ce que c'est les citoyens fictifs? Je vais vous le dire. Ce sont des agents. Ce sont des agents. Donc en civil. Vous racontez ce qui a été fait à l'époque. Pas du tout. On m'a raconté ça il y a 6 mois. Et ce qu'on m'a raconté il y a 6 mois, ça existait il y a 6 ans. Ne le prenez pas pour vous. Tout l'investissement au contraire, matériel vous êtes qui a aux été responsabilités. Vous devriez dire. Oui, le système est imparfait, on va progresser. C'est pas de votre fait à vous. Pourquoi chaque fois qu'on parle sur les maisons de retraite. On porte une critique, vous le prenez pour vous. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et votre quinquennat ne l'est pas non plus, comme ceux des précédents. Ça s'appelle la liberté de débat, j'ai le droit de réagir. Terminé, Karim. Moi, je vous dis effectivement ce que les fonctionnaires disent. Allez les rencontrer. Peut-être que vous n'y allez pas assez. Et sur les EHPAD, donc encore une fois, on sait qui font les contrôles. Ce sont les ARS. On sait que ce sont les ARS qui financent les EHPAD. Et donc, effectivement, quelque part, vous vous désavouez, vous financez lourdement une institution. Donc, et derrière, si vous y allez faire un contrôle inopiné, derrière, vous allez prendre la mesure de ne plus la financer. Ben non, on l'avertit. Au moins, on est sûr, effectivement, que les choses vont bien se passer. Moi, je trouve que les candidats à la présidentielle, permettez-moi, malgré ce livre, sont creux dans leurs propositions. Ils ont fait des propositions. Mais pas assez. Mais pas très précises. Pas très précises. Je trouve que c'est... Quand on parlait de sujets civilisationnels tout à l'heure avec Alexandre, quand on évoquait cette question comme une question structurante, allez, des 30, 50 prochaines années, je trouve que c'est un peu court. Donc on nous dit pas budgétairement qu'est-ce qu'on mettra, on nous dit pas comment on va traiter public et privé, est-ce qu'on va avoir que cette option pour nos vieux, c'est-à-dire l'EHPAD, est-ce qu'on peut avoir des options à domicile, plus qu'on en a aujourd'hui. Donc je trouve que nous n'avons pas creusé suffisamment le sujet sérieusement. Et force est de constater qu'on est pris un peu à dépourvu du côté des candidats. À part le contrôle, il n'y a pas grand-chose dans leur programme. Alors, Prisca-Thévenot, vous voulez la parole? Moi, je réagissais juste sur, effectivement,
Il faut plus de contrôle, il faut surtout des contrôles inopinés, ça il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, et il n'y a pas à se cacher derrière son petit doigt. En revanche, là où je vais vous rejoindre sur, effectivement, il y a le sujet des établissements publics, des établissements privés, mais on doit penser autrement, parce qu'il y a le sujet de l'intergénérationnel, qui marche énormément, et on a besoin aussi d'avoir aujourd'hui des établissements qui accueillent nos aînés, mais qui soient ouverts. On ne va pas passer les dernières années de sa vie replié sur soi-même à ne voir personne. Et donc, il y a eu un financement pour 20, si je ne me trompe pas, c'est 25 tiers-lieux EHPAD, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des établissements ouverts où justement c'est co-construit entre les élus locaux, les résidents, mais également tout le voisinage et tout le quartier. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Je ne dis pas que c'est la super idée, etc., mais je pense qu'il faut commencer aussi à sortir des structures un peu trop traditionnelles qui, quelque part, ne correspondent plus aujourd'hui à la façon dont on voit les choses. Ça dépend des pathologies des patients. Quand cela est possible, bien évidemment, quand cela est possible. Mais encore une fois, on n'attend pas la fin de vie. Le grand âge n'est pas une attente de fin de vie. C'est aussi un autre moment de la vie. Et la loi grand âge, pourquoi vous ne l'avez pas faite pendant ce quinquennat ? On pourrait dire, je peux vous dire, il y a un certain nombre de réformes qu'on n'a pas pu mettre en place parce que ça vous a pas échappé, il y a eu 10 lois qui ont été faites et dont 10 moments de débat parlementaire qui ont été consacrés à la crise Covid. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de dire, parce que cette loi grand âge n'a pas pu être mise en place, rien n'a été fait ? C'est pas vrai. Par exemple, je viens de vous parler des tiers-lieux. Par exemple aussi, on peut parler du financement qui a été mis en place, financement qui doit être beaucoup mieux contrôlé et plus intensément. Alors, Alexandre Devecchio et Maître Salman. Non, je pense qu'il va falloir effectivement penser des solutions innovantes parce que je pense que l'EHPAD, même quand c'est pas Orpea, c'est pas la panacée. Et donc, imaginer d'autres solutions pour que les gens qui n'ont pas des pathologies trop graves puissent être aussi maintenus, vivre chez elles jusqu'au bout le plus longtemps possible, former des aides à domicile. Au final, ça coûterait, enfin moi je me dis que ça coûterait peut-être moins cher de payer convenablement quelqu'un que 10 000 euros dans ce type de maison-là. Ensuite, pour en revenir tout de même à Orpea, moi ça va peut-être vous surprendre de la part d'un journaliste du Figaro, mais j'y réfléchissais pendant la pause. Je crois que je suis favorable à la position de Fabien Roussel. La seule manière de les condamner, c'est de nationaliser. Apparemment, ils font beaucoup de bénéfices, donc ces bénéfices pourront être réinvestis. Je suis pas sûr que ce soit le rôle de l'État ou que l'État ferait tout de suite mieux, que l'État doive reprendre pour toujours. Ça peut être repris ensuite par le privé, mais je crois que pour les sanctionner, le plus juste serait que ce soit confisqué, tout simplement. Maître Sarah, je tiens à préciser que moi, ce que mes clients ont fait quand ils ont vu que ça n'allait pas, c'est qu'ils ont mis leur père, leur mère chez eux avec des aides à domicile. Ça revient quasiment au même prix et c'est un peu plus safe quand même, je dirais. Il y a aussi le logement intergénérationnel. Donc bien sûr, ça suppose, en cas d'Alzheimer, c'est un peu compliqué. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu famille d'accueil. C'est comme pour les enfants, mais pour les personnes âgées. On place les personnes âgées dans des familles qui veulent bien les recevoir. Voilà. Mais moi, je cherche plus des solutions alternatives parce que l'EHPAD, je dis pas, tout n'est pas à jeter non plus. Si c'était à peu près, il faudrait prendre moins de gens et plus de personnel. Et quand on fait payer 6 000, enfin je dis 6 000, ça peut être 5, 6, 7 000 euros par mois aux gens, on a les moyens de faire ça. Donc il vaut mieux faire moins, mais quali. Est-ce que les familles qui vous envoient des mails en permanence pour porter plainte n'ont pas peur de ce qui se passe maintenant ? C'est-à-dire que maintenant que le scandale a éclaté, qu'est-ce qui se passe dans les maisons de retraite Orpea ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur qu'on s'en prenne à eux ? Alors les gens qui sont chez Orpea actuellement, les familles me disent faut que je le sorte de là. J'ai quelqu'un qui m'a appelé du Mexique en me disant alors là je suis en déplacement au Mexique, il faut absolument que je sorte mon parent de là, mais je n'ai nulle part où le mettre. Qu'est-ce que je fais ? C'est pour ça que, encore une fois, je pense que la solution de la nationalisation temporaire, encore une fois, n'est pas une solution si abracadabrantesque que ça. À condition d'avoir du personnel. Voilà. Mais il est là, le personnel. Et de former du personnel. Et le personnel n'est pas responsable, il faut le répéter, n'est pas responsable. Il est possible. Donc l'idée, c'est de garder le personnel et de changer les chefs. Et quand j'entends le personnel est complice, il ne faut pas oublier que le personnel, quand par exemple une aide-soignante est payée, admettons 1 500 €, qu'elle a 3 enfants à nourrir, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est obligée de subir. Moi, il y a une soignante qui me dit « Je ne peux pas quitter cet emploi, je déplore, je fais des choses qui me rendent malade, j'en suis en dépression, mais sinon je n'ai plus de travail. J'enchaîne les CDD. » En fait, c'est ça la réalité Orpea aussi. Il y a un turnover des salariés. C'est à s'interroger quand même, avec tous les hauts fonctionnaires qu'on a dans le pays, avec la tête bien pleine et qu'ils ont sans arrêt à faire des tableaux, on n'a pas un cahier des charges. On n'a pas un cahier des charges de type pour un EHPAD digne de ce nom. Un cahier des charges sur lesquels les choses sont incontournables. Parce que là, encore une fois, on ne parle pas d'un EHPAD populaire.
parle pas d'un EHPAD où vous donnez leader 1500 ou 2000 euros. Déjà, si vous donnez 1500 ou 2000 euros par mois, c'est inacceptable. Le traitement est inacceptable. Au-delà du montant mensuel, l'indignité est inacceptable. Donc, mais là, de surcroît, on parle d'EHPAD luxueux. On parle d'entre 6 et 15 000 euros par mois. Entre deux, non, la moyenne nationale, elle est plutôt à 3. Non, on ne parle pas de la moyenne nationale, on parle d'Orpea, là. Oui, la moyenne nationale d'Orpea, les chiffres, c'est plutôt 3-4 000 que 6-7 000. Là, je vous parlais de Neuilly. Mais l'article, le livre que Victor Castanet, quand je l'entends parler de son livre, il dit qu'il est allé dans des EHPAD où on demande entre 6 et 8 000 euros par mois. Donc, et là, on voit l'inacceptable de se mettre en place. Il y a quand même une partie de la réponse dans l'idée pas l'idée, le fait qu'il y a conflit d'intérêts très clairement sur ces questions-là. Alors ça contredit un peu mon idée de nationalisation, mais si on nationalise, ce seraient des gens qui ne seront pas là pour faire du bénéfice. Là, le problème, c'est qu'on a d'anciens hauts fonctionnaires qui se reconvertissent dans les maisons de retraite pour faire du bénéfice et multiplier par 3 ou 4 leur salaire. Et quand on voit l'état des hôpitaux, franchement, ça donne pas envie de faire la même chose dans les EHPAD. Je dis que ça doit être temporaire et que l'État est peut-être pas le mieux placé pour faire ce travail-là. Mais je répondais aussi à la question de pourquoi il n'y a pas plus de contrôle. Je pense qu'il y a du conflit d'intérêts et qu'il faut aussi le dire. Quand tu dis qu'avec 4,90 €, tu dois fournir 3 repas, excuse-moi. C'est un cahier des charges qui doit dire que ça c'est inacceptable et qu'il y a un nombre, il y a un montant qui doit être défini. Quand tu mets une personne là où il doit y en avoir 3, on est d'accord. Je veux dire, mais c'est. Je te dis juste ça n'a pas été fait parce que je pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Pour moi, c'est pas public ou privé. Mais c'est pas public ou privé, je te dis mélange des genres. On n'oppose pas le public au privé, c'est la question du statut lucratif ou pas. Il y a un mélange des genres, puisque le public détermine la loi de ce qui se passe dans le privé. C'était au public qui donne des subventions, on est d'accord, d'établir un cahier des charges. Je dis simplement qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts. Maître Salman. Et le mélange des genres. Sur le conflit d'intérêts, bon, ça c'est une chose, mais je tiens aussi à ajouter quelque chose. Victor Castanet, dans son livre, il parle de 3 catégories. Les VIP, donc 12 000 € la chambre, eux, pour le coup, ça se passe relativement bien. Donc peut-être que c'est à ces gens-là que M. Charrier fait référence dans les gens le patron d'Orpea. Oui, le patron d'Orpea. Les gens intermédiaires, ça veut dire qu'ils peuvent venir de temps en temps, donc il faut faire un tout petit peu attention, mais quand même, on ne va pas trop le nourrir non plus. Et il y a les troisièmes où, par exemple, ils n'ont pas d'enfants, pas de famille. Donc ils sont tout seuls. Ils sont vulnérables. Alors eux, pour le coup, mais ils sont tous vulnérables en fait. Mais là, quelque part, personne là, ça veut dire que vraiment, c'est nos limites et c'est de la maltraitance, et personne ne le voit. Et ça, je trouve ça mais vraiment très très choquant. Les patients qu'on laisse une journée sans avoir à boire, c'est un des exemples décrits. Oui, mais ça peut être même pire que ça. C'est-à-dire qu'ils sonnent, vous avez une sonnette, mais ils ne viennent pas. Il y a des familles qui ont fait le test, donc elles se mettent dans la chambre, elles sonnent, mais il se passe absolument rien. Vous pouvez attendre 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et est-ce qu'on peut blâmer le soignant? Absolument pas. Être seul, en plus il y a des soignants, je leur dis, vous ferez le ménage en même temps. Il faut surveiller 100 résidents, faire le ménage, mais comment vous voulez faire ça? Donc ils les enferment, voilà, tout simplement. Alors toutes les familles que vous allez regrouper dans votre action collective, elles veulent quoi? Faire payer Orpea? Elles veulent de meilleures conditions pour leurs patients? Elles veulent pas spécialement d'argent, on parle de gens aisés. Je veux dire, si on leur donne 15 000 € pour se taire, ça va pas aller, même beaucoup plus. Ce qu'elles veulent, c'est être reconnues en tant que victimes, des excuses. Bon là, je leur ai dit, les excuses, on repassera parce que je pense qu'on est mal barré. Et ce qu'elles veulent aussi, c'est que Orpea soit sanctionné. Donc sur quel fondement? Homicide involontaire, ça dépendra des dossiers bien entendu, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, non-assistance sur personne en danger, pardon, et violence. Homicide involontaire, vous avez des cas d'homicide Mais bien involontaire. sûr, homicide involontaire. Il y a des personnes couvertes de bleu qui décèdent, mais... J'en suis presque... J'en perds mes mots, vraiment. C'est terrifiant, Karim. On est vraiment face à un système de maltraitance que je lis, organisé. Quand je vois les photos, vraiment, j'ai un temps d'arrêt, je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est terrible, mais c'est tellement vrai. En même temps, la non-assistance en personne en danger est un homicide par définition. Je veux dire, non, ce sont deux infractions différentes. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous savez que la personne est vulnérable et que vous ne lui apportez pas de soutien et qu'elle en meurt, excusez-moi, cette vulnérabilité qui est devenue qu'une mort, effectivement, peut se transformer en homicide. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas dire que ce sont deux choses différentes. Vous avez un crime d'un côté, un délit de l'autre.
Ok, on ne vous mettra pas d'accord sur cette notion. Très bien, moi je ne suis pas dans un tribunal. Non mais du coup là, qu'est-ce que les parents... Moi j'ai une question, parce que là je pense du coup à cette personne qui est à l'étranger et qui du coup doit être super inquiète. Quels sont les recours? Enfin, je suis désolée. Quels sont les recours? Là on est dans le concret, il va prendre un Airbnb, prendre des aides-soignantes. Qui va pouvoir... Enfin je sais pas, c'est très concret en fait. Comment on fait? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent nous regarder et se poser la question. Concrètement, on prend un billet le plus vite possible pour Paris. Enfin, c'est pas Paris, mais peu importe, pour la ville concernée. On prend un Airbnb qu'on loue et on met des aides-soignantes pour trouver une solution en attendant. S'il y a un véritable danger, est-ce qu'il n'y a pas un problème à déplacer brutalement une personne âgée comme ça, la changer d'environnement, tout bouleverser? Mais je pense que vaut mieux être dans n'importe quel environnement plutôt que dans ces... Mais à ce point-là, quand je vois les photos... Vraiment, je vais vous le dire tout à l'heure, dans mes mails, j'en ai ouvert un et je vois un cocard. Un cocard. Comment? Je ne dis pas qu'ils ont tapé parce que je n'ai aucune preuve, je ne vais pas mettre cette accusation, mais un cocard, comment c'est possible? J'ai aussi une de mes clientes, elle m'envoyait les photos au fur et à mesure parce que je la connaissais bien avant ce livre. Sa mère était couverte de bleu, elle la met chez elle, il n'y a plus aucun bleu. Ça interroge quand même. Ça interroge notre société aussi. On peut espérer quand même que cette phase, j'allais dire politico-médiatique, où on parle d'Orpea et de la maltraitance de nos aînés, ne soit pas une phase conjoncturelle. Moi, j'espère que ce débat va s'inscrire dans la durée jusqu'au moment où on apportera des réponses politiques structurantes de fond et que ça ne sera pas un épiphénomène dans l'actualité tel qu'on a souvent l'habitude de le faire, malheureusement. Oui, mais là, il y a des procédures judiciaires qui vont nous emmener loin, absolument. Puis ensuite, il y aura Corian, probablement. Ouais, puis il y a des enquêtes administratives qui sont lancées par le Mais ça, c'est très bien. Moi, pour le coup, je ne suis pas toujours d'accord avec le gouvernement, voire pas souvent, il faut le dire. Mais là, la réaction de Mme Bourguignon a été, à mon sens, exemplaire. Elle a réagi tout de suite, elle a condamné ce qui a été dit. Difficile de faire autrement. Oui, mais elle l'a fait, elle a pris la parole rapidement, elle aurait pu aussi faire un mea culpa. Enfin, je veux dire, elle a été réactive, on peut quand même le reconnaître. Bon, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Merci Maître Salman d'être venu nous parler des dossiers qui sont sur votre bureau. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.